Bonjour à tous, Nicolas Kozubek, directeur de Propel by MIPIM. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous souhaitons ouvrir ce Daily Talk en ayant une pensée collective pour Jean-Philippe Ruggieri, sa famille, ses proches et les équipes de Next City en cette triste journée pour l'immobilier français. Nous concluons aujourd'hui la deuxième semaine des Daily Talks de Propel by MIPIM. Le principe est simple, 30 minutes chaque jour de la semaine, 16h heure de Paris pour parler immobilier et innovation. C'est une tribune libre, vous êtes tous conviés à y participer, soit en tant que conférencier, soit en tant qu'auditeur. N'hésitez pas à poser vos questions en cliquant sur le bouton destiné à cela en bas de votre écran. Nous prendrons ces questions pour les poser à nos invités dans une vingtaine de minutes environ. Nous allons nous concentrer en ce dernier jour de la semaine et en français sur la question de l'intelligence artificielle au service de l'expertise immobilière. L'adoption des Automated Valuation Models par les institutionnels est sujet à débat. Cette session présente comment un leader de l'expertise comme Foncia Valorisation utilise la technologie Priceable pour réaliser des analyses et valorisation de portefeuille avec une rapidité et une précision record. N'hésitez pas donc à poser votre question à la fin de la session, mais n'attendez pas non plus, vous pouvez les poser maintenant. Nous accueillons donc aujourd'hui Sylvie Grand, directeur général de Foncia Valorisation, et Loïs Bourdic, Managing Director de Priceable France. Si vous êtes connecté, la salle est à vous. Bonjour à tous. Sylvie Grand, directrice générale de Foncia Valorisation. Je suis ravie d'aborder avec vous le thème de l'intelligence artificielle et l'expertise immobilière, duo ou duel. Bonjour à tous, Loïs Bourdic, donc je serai le robot aujourd'hui, directeur pour la France de Priceable. Et donc on va revenir aujourd'hui avec Sylvie sur un des thèmes du moment qui est le rôle de l'intelligence artificielle et plus largement des données dans le monde de l'immobilier et dans le monde de l'expertise immobilière, et se poser la question si c'est encore un énième duel entre l'humain et le robot. Donc pour commencer, on va commencer par mettre les pieds dans le plat avec les deux préjugés que l'on entend le plus souvent dans le domaine. Le premier préjugé extrême étant que l'IA n'est absolument pas fiable pour des sujets sérieux comme l'expertise immobilière ou l'évaluation immobilière. Et le deuxième préjugé, l'extrême inverse, à savoir que l'intelligence artificielle va mettre du jour au lendemain tous les experts au chômage. L'idée de cette session, c'est justement d'aller un peu plus loin que cette opposition un peu frontale et d'avoir un échange et une discussion sur à la fois le contexte de marché, les enjeux et les évolutions qu'on a pu voir dans le monde de l'immobilier, dans le monde de l'expertise immobilière. Et donc là, ce sera Sylvie Grand qui vous présentera ces aspects avec le poste privilégié d'observation qu'elle a eu et qu'elle a au sein de Foncia Valorisation. Ensuite, je me ferai le défenseur du robot en vous expliquant un peu plus en détail ce que la data et ce que l'intelligence artificielle peuvent faire pour l'analyse immobilière. Et on aura ensuite une discussion donc pour aller plus loin sur une des articulations possibles, parce qu'il y en a plusieurs, ce n'est pas la seule, entre le monde de l'expertise immobilière et le monde de l'intelligence artificielle. Et on finira bien sûr par une session de questions et de réponses. Mais je vais laisser sans attendre la main à Sylvie pour nous présenter sa vision des évolutions et des enjeux en cours dans le monde de l'expertise immobilière. Alors, Foncia Valorisation, en quelques chiffres, j'ai cofondé Foncia Valorisation au 1er janvier 2004. Donc, c'est une filiale du groupe Foncia. L'appartenance au groupe Foncia nous permet de bénéficier du réseau de nos 500 agences et plus de 1000 collaborateurs en transaction. La structure est spécialisée dans l'accompagnement, le conseil et l'expertise d'actifs résidentiels sur toute la France. Donc, on a commercialisé et conseillé de nombreux investisseurs tant sur les acquisitions de portefeuilles d'immeubles en bloc que les portefeuilles acquis et cédés à la découpe. Nous avons réalisé 2500 logements et nous bénéficions donc du groupe Foncia et des 2 millions de clients gérés par le groupe.
Donc l'historique de Foncia dans le résidentiel et l'historique de Foncia Valorisation m'a permis effectivement de constater différents changements dans le monde résidentiel. Aujourd'hui, il y a un mouvement de fond autour de la data et du digital. On a constaté depuis 2 ans principalement que les acteurs faisaient énormément appel aux startups et à la data. On s'aperçoit aujourd'hui, selon l'étude de KPMG, que 97% des acteurs reconnaissent l'impact des nouvelles technologies dans leur métier. Il y a une prise de conscience de la filière immobilière, tertiaire depuis quelques années, et résidentielle. J'ai vu en 17 ans les différents cycles. On a pu, nous, utiliser la data dès 2008 avec les premières startups qui nous offraient des données. Et on s'aperçoit depuis 2 ans vraiment une collaboration de plus en plus importante entre le monde de la data et le monde institutionnel. Donc, on voit des enjeux importants sur l'immobilier résidentiel, une montée reconnue du résidentiel chez les investisseurs institutionnels. En 2016, l'investissement résidentiel, c'était 2 milliards d'euros d'investissement. Sur 2018, nous étions à 4,5 milliards. Et là, Immostat vient de publier les chiffres pour 2019. On constate 3,4 milliards d'investissement. La baisse constatée n'est pas une baisse puisque 2018 a bénéficié du portefeuille Vesta, acquis 1,4 milliard auprès de la SNCF. Donc là aussi, on était conseil d'un des investisseurs qui a acquis ce portefeuille. Et on constate que la granularité du marché résidentiel a aussi accéléré la montée en puissance de la data et de l'IA pour appréhender des marchés. Les institutionnels avaient aussi besoin de plus de transparence, de plus de données et d'intelligence. L'intelligence artificielle adossée à l'analyse humaine a permis une meilleure transparence dans ce marché qui était un peu plus opaque, avec évidemment moins de data. Donc on voit aujourd'hui que la financiarisation aussi de l'immobilier résidentiel a fait venir de nouveaux acteurs, de nouveaux fonds. Et aujourd'hui, le résidentiel, plus que jamais, est au centre des axes d'investissement de l'ensemble des investisseurs institutionnels, fonds et y compris family office. Donc, des enjeux très importants pour nous, pour tous les acteurs de l'immobilier résidentiel. Alors, effectivement, les craintes et les a priori par rapport à l'intelligence artificielle au sein du monde de l'expertise, on se pose ces 2 questions auxquelles on va répondre. Allons-nous vers un effondrement de l'équilibre traditionnellement établi? L'ère digitale et les nouvelles technologies vont-elles disrupter le monde de l'immobilier et l'évaluation immobilière? Donc, c'est ce qu'on va vous présenter maintenant avec Loïs. Pardon, j'étais sur mute. Merci pour cette belle analyse. C'est assez intéressant de voir cette évolution en effet sur 17 ans et l'évolution sur les 2 dernières années, à la fois de la lame de fond avec le retour des institutionnels sur le résidentiel et de concert toutes les nouvelles opportunités qui sont offertes sur les sujets d'analyse de données et sur les sujets d'intelligence liés à la donnée sur les marchés résidentiels. Donc, comme vous l'avez compris, pour ceux qui ne connaissent pas encore Priceable, on est le robot aujourd'hui. On fait plus que ça, mais on a une partie robot. On est avant tout une société de tech, donc on est une société d'un peu plus de 4 ans et on concentre nos efforts sur le développement principalement de 2 grandes briques. Des briques qui sont des Automated Valuation Models, donc des algorithmes d'estimation automatique du prix de marché, du loyer de marché dans le neuf ou dans l'ancien, pour n'importe quel bien immobilier résidentiel, et en parallèle des solutions d'études de marché qui permettent d'aller un petit peu plus loin que l'estimation pure et dure. Donc à l'heure actuelle, on est un peu plus d'une 60aine de personnes, en très grande partie data scientists, data engineers, des ingénieurs qui travaillent sur nos solutions et sur nos technologies. Et on est opérationnel dans déjà 5 pays. On est en France, en Suisse, en Allemagne, au Japon et en Autriche.
Et on a la chance d'avoir gagné la confiance de certains des plus grands noms du monde de l'investissement institutionnel. Vous voyez quelques logos. On a pu travailler sur des très gros portefeuilles. Là, il y a certains acteurs qui cette année, on parlait du deal Vesta en 2018, cette année également, des très gros deals à l'ordre du jour sur lesquels on a été capable de se positionner, et des acteurs un peu moins traditionnels, on va dire, en parallèle de l'investissement institutionnel, comme les notaires, où là, on a convaincu récemment les notaires du Grand Paris de s'appuyer sur la technologie Priceable pour déployer leur outil d'estimation sur la base de leurs données. Donc, si même les notaires commencent à utiliser l'intelligence artificielle, c'est qu'il doit y avoir un peu de sérieux. Donc, comme je vous le disais, nous, pour résumer, on développe principalement 2 grandes briques, des outils d'AVM, donc d'estimation automatique, prix et loyer, qui ont 2 objectifs principalement. Le premier objectif, c'est d'être suffisamment précis pour être utilisé par des institutionnels. C'est vraiment l'épreuve de vérité pour nos algorithmes, c'est d'être capable d'être benchmarké par des institutionnels et d'être utilisé en situation finalement pour des analyses sérieuses et poussées. Et le deuxième volet au-delà de la précision, c'est la capacité à expliquer ce qui se passe dans la machine. Un promoteur, un investisseur institutionnel ne fera jamais une analyse de portefeuille ou une grille de prix si il n'est pas capable de comprendre ce qui se passe dans la machine, de regarder sous le capot et de comprendre l'impact marginal du mètre carré de balcon supplémentaire à Levallois, de l'étage supplémentaire à Bordeaux ou de la surface au sol sur un bien ou sur un immeuble au Kremlin-Bicêtre. Donc, il y a cette notion de précision et d'explicabilité qui est essentielle dans les algorithmes d'estimation. Et l'autre sujet que l'on développe, c'est au-delà de l'estimation pure et dure, donc du prix ou du loyer, toute une série de solutions d'analyse digitale où on permet à nos clients, à nos utilisateurs, d'aller creuser le marché sur tout un ensemble de données, sur les cartes de prix dans la zone, tous les comparables réunis, les transactions, les annonces, tout ce qui passe sur le marché, les statistiques de marché, les services urbains, l'accessibilité, les permis de construire, bref, tout ce qui fait l'environnement d'un bien et in fine va faire le prix et la valeur d'un bien immobilier résidentiel. On travaille également donc, au lot. On peut consolider à l'échelle de l'immeuble, donc sur des grilles de prix, sur des valorisations plus importantes, où là, on va pouvoir valoriser automatiquement lot par lot l'intégralité des lots dans un immeuble. Et si on veut encore monter à une échelle supérieure, là, on peut travailler au portefeuille ou sur des milliers, voire sur des dizaines de milliers de lots, on peut valoriser en automatique le prix de marché ou le loyer de marché de tous les lots d'un portefeuille. Donc, on travaille aux différentes échelles et toute la problématique pour nous, c'est d'être suffisamment précis, mais surtout de savoir où est-ce que doit s'arrêter la machine. Et donc là, c'est toute la discussion et c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter une des articulations possibles entre les 2 mondes. Est-ce que nous, côté Priceable, et donc Sylvie vous le présentera côté foncière valorisation, ce que nous, on comprend d'une des articulations possibles et où est-ce que les 2 mondes peuvent se rencontrer. Donc, on parlait tout à l'heure de disruption. Donc, la grande question, c'est est-ce que l'IA, est-ce que la data va disrupter le monde de l'immobilier? Le mot de disruption est un peu utilisé à toutes les sauces. Donc, nous, l'analyse qu'on en a faite ensemble, c'est plutôt d'analyser les chaînes de valeur et de réfléchir en quoi l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la donnée dans l'expertise immobilière pouvait permettre de repenser et réarticuler la chaîne de valeur. Si on regarde le process classique pour estimer ou pour expertiser un bien immobilier, globalement, on a 80-90% du travail qui est un travail assez manuel, assez chronophage, de compilation, de collecte, de filtre, d'analyse de toutes les données comparables, de toutes les données contextuelles. Et l'analyse métier, en fait, elle est réduite à sa portion congrue pour des raisons de modèle économique, où finalement l'expert n'a pas le temps d'appliquer son expertise sur ce qui est véritablement attendu en termes de valeur ajoutée par les clients. Et je crois ne pas dire de bêtises, Sylvie, que c'est aussi la perception en termes de valeur ajoutée que vous avez de votre côté. Effectivement, tu l'as dit, la collecte de données et le tri de données,
nous prenait un temps très important, et ce au détriment de la stratégie et de la valorisation définitive, en tout cas du portefeuille. Je prenais un exemple, notamment l'analyse d'un portefeuille de 24 immeubles sur des marchés totalement différents partout en France. Et l'analyse étant la collecte et le tri, tu l'as dit, sont très chronophages. Et donc la partie stratégie, c'était vraiment ce qu'on faisait à la fin. Parce que, comme tu l'as dit, 90% était sur l'analyse, le tri et retenir la bonne donnée. Donc aujourd'hui, l'analyse métier, c'est aussi pour nous l'analyse de tous les éléments juridiques, stratégiques, la situation locative qui va influencer la stratégie, parce qu'au-delà de la valorisation, on nous attend aussi sur la stratégie. Et effectivement, grâce à la data, aujourd'hui, on a une grande partie et beaucoup plus de temps pour finaliser et déterminer la stratégie qui est très importante dans nos métiers. Donc, encore une fois, une des articulations qu'on a trouvées ensemble, c'est de bien définir les rôles et la contribution de chacun en sachant ce que chaque partie peut faire et surtout ce que chaque partie ne peut pas faire ou fait mal. En l'occurrence, côté robot, ce qui est très simple à automatiser, ce qui est automatisable, c'est toute la collecte de données, toute l'analyse des comparables, les statistiques, toute la cartographie, la précompilation de toutes les données sur l'environnement du bien. Après, ce que permet de faire l'intelligence artificielle, c'est d'être très fin sur l'estimation du prix et du loyer de marché pour un lot, par exemple, supposé vide. Là, on peut aller très fin, mais la limite, forcément, c'est que donc ça marche extrêmement bien pour 95-97% des biens, mais on a toujours des biens un peu plus spécifiques, des situations un peu plus spécifiques, des situations locatives qui doivent être analysées au-delà d'une analyse entièrement automatique par la machine, parce que la machine, structurellement, va louper des choses, elle va louper les spécificités certaines spécificités de l'actif et du bien qu'on peut regarder. Effectivement, nous, on va détecter et affiner notamment des appartements atypiques, des actifs atypiques, des logements de grand standing, des logements meublés, des logements avec des cuisines équipées un peu haut de gamme. Donc là-dessus, notre travail va être d'affiner les valeurs. On va apporter aussi une certification qui est très importante pour les investisseurs. On va affiner avec des éléments de marché, je dirais même de micro-marché. Dans une rue, on peut avoir l'actif, l'immeuble de meilleures factures avec des qualités intrinsèques qui sont un peu différentes. On a l'exemple actuellement où là, effectivement, on va peut-être partir sur des valorisations un peu plus audacieuses parce que dans le scoring, on est vraiment sur les meilleures notes. Sur la valorisation de la vente en bloc également, un immeuble en bloc ne va pas s'appréhender de la même manière s'il est situé à Paris, un immeuble prime en région parisienne ou dans de petites villes. On va avoir des décotes différentes. On va aussi analyser les valeurs locatives avec les valeurs de marché, la situation locative, le profil des locataires, pour déterminer la stratégie et les scénarios en fonction du profil de l'investisseur, en fonction du souhait de détention. Est-ce qu'on a une détention long terme, court terme? Quelle est la stratégie de finale, puisque la stratégie de sortie au moment de cet investissement? Est-ce qu'on part sur une revente ou une vente en bloc à terme, une vente à la découpe, une vente en fil de l'eau, une découpe hybride, c'est-à-dire je vends les occupés, ensuite je vends les occupés et les vacants. Enfin, il y a toute une détermination où là, le côté analytique des valeurs va nous permettre aussi de rentrer dans la situation locative pour déterminer la meilleure valorisation, la meilleure sortie possible de cet actif. Donc ça, c'est plutôt pour les rôles et les contributions de chaque monde à l'analyse immobilière. Après, forcément, il faut également avoir en tête les limites et les limitations structurelles de chaque côté. Nous, ce qu'on voit très clairement du côté AVM, c'est la limite que l'on touche très vite en termes de qualité de données. Je parlais au début du résidentiel, Sylvie parlait d'actifs complexes.
typiquement, dès qu'on commence à mettre le doigt sur des actifs de bureau, des actifs commerciaux ou pire, des actifs de logistique, là, on rentre dans un monde qui n'est plus du tout un monde de big data, qui est un monde de small data, voire de no data. Donc là, forcément, vous allez beau avoir les meilleurs algorithmes du monde, si vous n'avez pas de données en entrée, l'algorithme ne va pas faire grand-chose. Donc ça, c'est vraiment un sujet essentiel, donc ça ne s'applique pas partout et pour tout. Le deuxième gros sujet, c'est le sujet de l'interface homme-machine. C'est-à-dire que les données, même si vous avez un océan de données devant vous, le tout est de les rendre actionnables, qu'elles puissent raconter une histoire et qu'elles puissent être intelligibles par l'utilisateur. Donc ça, c'est absolument essentiel et il y a d'énormes efforts à faire sur l'interaction et vraiment l'interface entre l'homme et la machine pour qu'il utilise au mieux les données et prenne l'objectif étant qu'il prenne les meilleures décisions sur la base des données actionnables. Et le dernier volet que j'évoquais tout à l'heure, c'est le sujet de la transparence et de l'explicabilité. Le monde de l'investissement immobilier et le monde de l'investissement immobilier résidentiel ne se positionnera sur des outils automatisés de ce type-là que si ces outils sont explicables et jouent en quelque sorte à capot ouvert en expliquant ce qui se passe à l'intérieur de la machine et en étant parfaitement transparent sur l'impact de chaque paramètre et sur les dynamiques à l'intérieur de la machine. Côté expert, donc il y a une culture traditionnelle de l'expertise immobilière qui va devoir prendre en main toute cette évolution technologique. Il y a également des sujets de formation aux nouveaux outils et la présence de freins structurels, notamment la législation, et également de freins financiers à l'investissement pour pouvoir bénéficier des outils. Je dirais que tout cela permet aussi de gagner aussi en rendement, en rentabilité pour pouvoir absorber l'investissement financier. Mais voilà les freins que les experts peuvent rencontrer de leur côté. Et le gros sujet, nous, qui nous intéresse et sur lequel on passe pas mal de temps, c'est justement cette zone d'échange, cette zone de friction parfois entre l'intelligence artificielle et l'expert métier. Et c'est là que c'est intéressant parce que c'est quand l'expert métier commence à challenger la machine qu'on commence vraiment à faire des choses intéressantes. Et ce qu'on a vu de toutes ces confrontations et tous ces benchmarks, c'est que quand l'expert métier et la VM ne sont pas d'accord sur un prix ou sur un loyer, 95% du temps, ce qu'on voit, c'est que c'est le métier qui a raison parce que le métier, en fait, il a apporté de l'intelligence et il a vu une situation spécifique, une donnée qui était passée à la trappe ou une information qui manquait pour que l'algo fasse une bonne analyse. Donc, il y a vraiment un sujet sur le maximum d'interaction entre ces deux mondes de façon à rendre l'IA vraiment, à mettre l'IA au service de l'expert pour le rendre encore plus efficace dans ses analyses et dans ses stratégies. Donc, pour faire une petite métaphore, l'expert de demain, s'il doit ressembler à quelque chose, ce n'est pas un robot, mais plutôt un Marvel avec un équipement qu'il maîtrise et qui lui permet d'être plus puissant et plus pertinent. Et pour filer une métaphore un peu plus prosaïque, à ce jour, l'Excel n'a toujours pas remplacé le comptable. Donc, pas d'inquiétude. Et on en arrive donc au Q&A. Oui, merci beaucoup. Alors, j'ai quelques questions qui sont arrivées par ailleurs, mais là, on a déjà deux questions qui sont relativement proches. Cela dit, donc, je vais vous les poser en même temps. Donc, bonjour tout d'abord. Merci de vos interventions. Votre avis à propos de la mise en ligne de DVF en open data et où en est l'open data en France actuellement? Comment pousser le gouvernement à s'ouvrir de plus en plus? Je vous laisse savoir qui prend ces questions. J'ai entendu 8 fois data, donc je pense que… alors, côté DVF, c'est exceptionnel. Ce qui s'est passé avec DVF il y a maintenant 1 an et demi quasiment. Là, pour ceux qui ne sont pas au courant, hier, il y a eu un nouveau release de 6 mois de transactions DVF en plus. Donc, nous, on s'est empressé de le mettre à disposition de nos clients. C'est déjà sur la plateforme. Et là, les transactions sont disponibles jusqu'au 31 décembre. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, nous, ce qu'on a, c'est un assez bon poste d'observation sur les différents marchés européens. On est en Suisse, en France, en Allemagne, en Autriche, en Europe. Et ce qu'on voit, on peut fanfaronner un peu, la France a vraiment une grosse longueur d'avance en termes d'open data et surtout de structuration de la data. Parce qu'il y a des pays qui sont très ouverts sur les données comme le UK, mais qui mettent à disposition des données qui sont rarement utilisables.
j'exagère un peu, mais la France, à ce niveau-là, notamment maintenant avec l'ouverture des bases de données DVF, a fait un pas de géant et a vraiment pris de l'avance en termes de transparence et de mise à disposition de données extrêmement qualifiées. Des pays comme l'Allemagne, par exemple, on a beaucoup plus de difficultés à trouver, il y a très peu de données de transactions, par exemple en Allemagne, donc le mouvement open data est beaucoup moins développé, on va dire, et structuré sur l'Allemagne que sur la France. Donc là-dessus, on est très content de la situation française et du travail du gouvernement. Très bien. Alors, une petite question en complément, du coup. Pour Priceable, qu'est-ce qui préside à votre implantation géographique? Parce qu'on a entendu que vous êtes implanté au Japon dernièrement. J'imagine qu'il y a des facteurs réglementaires que tu viens d'aborder. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que je reviens sur le Japon, mais comme c'est une destination plutôt exotique en termes culturels, Alors, qu'est-ce qui mobilise vos énergies en termes de développement sur ces territoires? le choix des nouveaux marchés sur lesquels on se positionne, il est avant tout business, à savoir l'opportunité et les besoins qu'on analyse sur le marché de solutions comme celles qu'on développe. Le cas du Japon, il est un peu spécifique parce que là, l'opportunité qui s'est présentée pour nous, c'était de se développer on a l'ambition de se développer sur les marchés asiatiques et le fait de lancer notre plateforme d'analyse au Japon était une très bonne façon de faire la démonstration que notre solution passait à l'échelle sur des pays, quoi de plus difficile que le Japon, où vous avez une langue, une façon de concevoir l'immobilier qui est radicalement différente. Donc c'était un beau galop d'essai pour tester si notre solution pouvait passer à l'échelle dans des nouveaux marchés un peu plus exotiques, comme tu disais. Et elle l'est. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont apparues sur Zoom? Non. Alors, j'ai encore deux, trois autres questions. Une question qui change un petit peu d'angle pour Foncia Valorisation. On a parlé de formation, on a parlé beaucoup de culture pour faire en sorte que, j'imagine, une organisation se mette un peu au sujet tech. Quels défis vous rencontrez aujourd'hui? Est-ce que vous avez des défis notamment de recrutement? Est-ce que vous avez changé votre politique par rapport à ça? Est-ce que vous cherchez de nouveaux profils? Est-ce que vous faites évoluer les équipes internes? Comment ça se passe en fait pour que les équipes chez vous arrivent à appréhender ce genre de sujet en fait? Alors, au sein même de Valorisation, j'ai une équipe jeune et plutôt très poussée sur les nouvelles technologies. Donc, le recrutement avait été fait au départ en ce sens. Donc, j'ai plutôt des collaborateurs qui sont prêts à accepter, aller plus loin sur les nouvelles technologies et notamment l'équipe expertise. Le directeur du pôle expertise est le plus jeune expert de justice de France, mais il est très représentatif de notre sujet parce qu'il est aussi extrêmement précis et enclin à toute cette nouvelle technologie qu'il maîtrise parfaitement. Il est d'ailleurs très proche de Loïs et c'est avec Vincent que Loïs discute sur les différents futurs projets. Donc ils sont très ouverts et que ce soit l'intégralité de l'équipe. Et il est vrai que j'ai en tout cas une équipe d'expertise jeune, mais depuis le départ, on a commencé en 2008 nous à utiliser la data un peu plus sur l'immobilier tertiaire, notamment sur la valorisation de commerce. Donc, on a toujours été habitué à mélanger les deux. Donc, voilà, un recrutement qui s'y prête parfaitement et une équipe qui est habituée depuis 12 ans à travailler avec les nouvelles technologies. Et si je peux juste rajouter un mot là-dessus, nous ce qu'on a vu quand même comme évolution dans le monde de l'expertise immobilière, de notre point de vue, c'est qu'il y a 2 ans, 3 ans, on était regardé vraiment plutôt comme un ovni et de façon assez sceptique. Et maintenant, les conversations qu'on a avec tous les acteurs côté expertise immobilière, mais également côté invest, c'est de se dire aller au-delà de la découverte et vraiment de prendre en main ce que disait Sylvie. Hein. C'est vraiment la capacité des équipes à s'ouvrir et vraiment à prendre en main, à s'approprier les outils, les nouveaux outils dont ils peuvent disposer. On va revenir sur une petite question DVF. À quand une qualification plus fine des locaux industriels et assimilés dans DVF pour avoir de la data plus fine sur l'immobilier d'entreprise? C'est tout un sujet, ça. Comme je le disais, l'immobilier d'entreprise, c'est de la donnée qui est beaucoup
beaucoup plus grosse maille, il y a moins de transactions, il y a moins de, il y a maintenant une plus forte asymétrie, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a maintenant une plus forte asymétrie d'informations sur le marché commercial et du bureau que sur le marché résidentiel grâce à l'ouverture de la base DVF. Maintenant, en effet, quand on voit la donnée brute DVF qui est sortie, la donnée telle qu'elle, elle est inutilisable. Donc, il y a des gros sujets de retraitement et plus en fait le bien est complexe, plus la transaction est complexe, plus il y a un mélange qui se fait dans DVF. Donc, c'est extrêmement dur à retraiter pour des grosses transactions, type transaction de bureau, transaction de commerce. Déjà, pour le résidentiel, parfois, elle est séparée en 3-4 morceaux qu'il faut reconstituer. Alors, sur le bureau, c'est encore plus compliqué. Petite question d'actualité. Est-ce que ce qui se passe en ce moment génère chez vous de nouveaux enjeux, de nouvelles idées, de nouvelles problématiques, de nouvelles opportunités? Quel diagnostic en tant qu'entreprise dans le secteur immobilier vous faites, en tout cas pour vous, hein, pour vos métiers? Sylvie ? Il est un peu tôt, je dirais, en ce qui nous concerne, Foncialisation, le groupe Foncia réfléchit, il y a des groupes de travail pour parler de l'après. Pour moi, c'est encore un peu prématuré pour l'exposer aujourd'hui. Nous, notre côté, alors côté solution, ça renforce le développement de solutions de la même façon que des solutions comme Zoom se développent énormément parce qu'elles permettent de faire des choses à distance. C'est le cas pour les solutions Priceable. Donc là-dessus, on se développe pas mal du fait de la digitalisation. Après, le gros sujet qui est intéressant et que je ne m'attendais pas à vivre dans le monde de l'immobilier, c'est que on a toujours été habitué quand même à travailler sur les marchés immobiliers en se disant on n'est pas sur les marchés financiers, ça ne va pas évoluer du jour au jour ou même d'un mois à l'autre, il ne va pas y avoir des évolutions de marché phénoménales. Là, pour la première fois, on est dans une situation où on se dit qu'on a intérêt à suivre au plus près les évolutions et tous les signaux faibles ou forts qu'on peut voir passer sur le marché. Donc, on se concentre encore plus en termes technologiques sur la détection, non pas de signaux avec une durée de vie d'un mois, mais de signaux avec une durée de vie de quelques jours pour vraiment capter au plus près les lignes. Donc, on ouvre des nouveaux pans de recherche et d'intérêt sur les marchés immobiliers. Merci beaucoup. Je pense qu'on en a fini pour cette session. Merci de votre participation. On a tenu… j'ai juste une petite question. Bientôt des prévisions sur Priceable, point d'interrogation. Je ne sais pas s'il y a un détail de la question. Il n'y a pas de détail de la question. Bientôt des prévisions sur Priceable. Alors, on travaille déjà depuis un petit bout de temps sur la partie analyse prédictive, notamment des sujets sur l'impact du Grand Paris Express sur les prix de l'immobilier. Donc ça, c'est des sujets avec lesquels on a eu l'occasion d'accompagner pas mal d'investisseurs sur ces problématiques d'analyse prédictive. Donc pour l'instant, c'est pas encore dans la version standard de Priceable, mais c'est bien sûr sur la roadmap. Merci beaucoup à vous. Excellent week-end. Et pour les followers des Daily Talks, on sera lundi avec une session où j'aurai le plaisir de vous accueillir à nouveau avec nos partenaires américains de Metaprop qui viendront vous présenter leurs activités récentes en tant que VC PropTech. Donc, c'est une session qui, à mon avis, intéressera beaucoup de monde. Donc, excellent week-end à tous. Merci à vous deux pour votre participation et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.